Bonsoir. Notre intervention est intitulée Essai sur l'entendement humain selon Jean Locke. Introduction. Locke est un philosophe anglais du XVIIe siècle, né 1632, décédé 1704. Considéré comme l'un des fondateurs de l'empirisme et sur le plan politique du libéralisme. Lors de ses études à Oxford, il s'intéresse à la pensée de Descartes. Il voyage d'ailleurs en France et rencontre les esprits les plus brillants de l'époque. Lors de la réaction Tory, il est exclu de l'Angleterre et s'est réfugié en Hollande. Il est l'auteur de l'essai de l'entendement humain, mais aussi du second traité du gouvernement civil ou de l'essai sur la tolérance. L'essai sur l'entendement humain de Locke, publié en 1689, est un des ouvrages fondateurs de l'empirisme, l'un des courants majeurs de la théorie de la connaissance. L'expérience est à l'origine de nos différentes idées. Locke examine avec précision la formation précise de telle ou telle idée particulière, Dieu, l'infini, etc. L'entendement qui confère à l'homme sa supériorité sur les animaux est comparable à l'œil. Il nous fait voir les choses, mais il ne se voit pas naturellement lui-même. Essayons d'inverser notre regard et de faire de l'entendement lui-même l'objet de notre examen. Peut-être cela nous permettra de déterminer la certitude et l'étendue des connaissances humaines. Locke n'examinera pas pour ce faire la nature du cerveau dans une approche physicienne ou matérialiste. Il s'agit dans l'essai sur l'entendement humain d'identifier les différentes facultés de notre esprit et la manière dont se forment nos idées. Ainsi, on découvrira peut-être les limites de la connaissance et de ce fait, on pourra identifier un domaine de réflexion où la vérité est atteignable et un autre où cela est impossible. C'est là pour Locke le meilleur moyen de lutter contre le scepticisme qui doute de la possibilité d'atteindre quelque vérité que ce soit. Il s'agit d'être plus fin que ce doute radical et d'identifier le type d'idées sur lesquelles porte légitimement ce doute et le type d'idées qui résistent. Locke précise qu'il entend par idée au sens général tout ce qui est l'objet de notre entendement lorsque nous pensons. Première des notions aînées, le livre premier de l'essai sur l'entendement humain. Dans le premier livre, Locke s'attaque à la doctrine des idées aînées qu'on trouve chez Descartes. Cette doctrine affirme que l'homme naît avec certaines idées déjà formées dans l'esprit, comme celle de Dieu, ainsi qu'il le soutient de ses méditations métaphysiques de Descartes. Locke montre que l'homme peut découvrir toutes les idées par le simple usage de ses facultés naturelles. Ainsi, l'homme ne naît pas avec l'idée de rouge en lui, mais il acquiert celle-ci grâce à la vue. Néanmoins, certains principes sont universellement reconnus. Ne peut-on imaginer qu'ils le soient du fait de leur caractère inné? Locke remet en cause l'existence de principes universels, même une tautologie de type de ce qui est ignorée par une grande partie de l'humanité, par exemple les enfants. Contre-argument, elle est innée en leur âme, mais celle-ci ne le voit pas. Elles ne s'en rendaient pas compte. Locke montre que dire qu'une idée est innée signifie que l'âme aperçoit naturellement cette idée. C'est là le sens de cette doctrine. Donc, il ne peut pas avoir l'idée d'idée innée et inaperçue. En fait, la seule chose que Locke concède à l'énéisme, c'est le fait que la faculté de comprendre soit innée.
Chronologiquement, voici le processus par lequel les idées sont formées dans notre esprit. Le sens nous font découvrir le monde et de ce fait des idées apparaissent dans notre esprit. Celles-ci, de plus en plus familières, rentrées dans notre mémoire et nous leur donnons de nom. L'esprit abstrait d'autres idées, de ces idées amenées par le sens, ce sont les concepts généraux. L'esprit raisonne sur ce concept et donc découvre d'autres. Luc consacre un chapitre entier de l'essai sur l'entendement humain aux principes pratiques pour montrer qu'aucun d'eux n'est universel, donc inné. En effet, si la morale était innée, nous serions tous moraux et nous aurions tous de remords de conscience en cas de meurtre ou de vol, ce qui n'est pas le cas. Les règles de morale ont besoin d'être prouvées, donc elles ne sont point innées. Locke reprend une argumentation classique chez les sceptiques qui montre la diversité de mœurs parmi le peuple. Le sacrifice d'enfants pratiqué par les Grecs ou les Romains, l'abandon de personnes âgées dans certains peuplades, etc. En fait, on prend pour inné des principes pratiques parce qu'on n'a pas vu ou qu'on a oublié l'origine. Si l'on examine bien des doctrines qui n'ont pas de meilleure source que les perstitutions d'une nourrice ou l'autorité d'une vieille femme devient avec le temps et par le consentement de voisins. Autant de principes de religion et de morale. Comment l'entendement procède-t-il pour former et recevoir les idées? C'est la question que pose Luc dans le livre 2 de l'essai sur l'entendement humain. Et donc, des idées, livre 2. Pour répondre à cette question, Luc utilise la célèbre métaphore de la table vide, table rase. Supposons donc qu'au commencement, l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée, quelle que soit. Comment vient-elle à recevoir des idées? D'où puisse-t-elle tous ces matériaux qui sont comme le fond de tout le raisonnement de toutes les connaissances? Voici la réponse de Luc. Qui fonde son empirisme. À cela, je réponds en un mot de l'expérience. C'est là le fondement de toutes nos connaissances et c'est de là qu'elles tiraient leur première origine. Cette expérience est celle des objets du monde sensible, mais aussi des opérations intérieures de notre esprit. Ces deux types d'expériences externes et internes fournissaient à notre esprit le matériau de toutes ses pensées et constituaient les deux sources d'où décoller toutes les idées que nous avons ou que nous pouvons avoir naturellement. Nos sens sont tout d'abord affectés de manière diverse par les objets extérieurs, ce qui engendre tel ou tel type de perception et par la même d'idées. C'est ainsi que nous acquérons l'idée de blanc, de jaune, de froid, etc. Plus généralement de tout ce que nous appelons qualité sensible. La sensation est donc la première source de nos idées. Or, l'esprit ne se contente pas d'accueillir ces idées obtenues par la sensation passivement. Les opérations de l'esprit, penser, douter, croire, raisonner, vouloir, etc., les prennent pour objet. De ce fait, de nouvelles idées apparaissaient et l'origine de celles-ci n'est plus la sensation, mais la réflexion. Dans les deux cas, l'idée est une perception, soit du corps sensible, soit des opérations de l'esprit. C'est pourquoi avoir des idées et avoir des perceptions, c'est une seule et même chose. On voit là encore affirmer l'empirisme de Locke, qui vient à appuyer cette conception de l'esprit comme table rase. Locke distingue dans l'essai sur l'entendement humain deux sortes d'idées, les idées simples et les idées composées.
Les idées simples sont mélangées dans l'objet sensible perçu. Pourtant, l'homme le distingue facilement. Il comprend que la blancheur et le froid de la neige sont des qualités simples distinctes. Rien n'est plus évident à un homme que la perception claire et distincte qu'il a de ces idées simples. Celles-ci sont le matériau de toutes nos connaissances. L'esprit peut combiner ces idées simples et en faire des idées complexes. Lorsque l'entendement a une fois reçu ces idées simples, il a la puissance de le répéter, de le comparer et de les unir ensemble avec une variété presque infinie et de former par ces moyens de nouvelles idées complexes. Néanmoins, il ne peut créer par lui-même de nouvelles idées simples. Il faut veiller à distinguer les idées dans l'esprit et les qualités dans le corps, modification de matière qui produisait ces perceptions dans l'esprit. Il ne faudrait pas en effet que nous figurons comme on ne peut être que trop accoutumés à le faire, que nos idées sont de véritables images ou ressemblances de quelque chose d'inhérent dans le sujet qui le produit. En fait, la plupart des idées de sensations que sont dans notre esprit ne ressemblaient pas plus à quelque chose qui existe hors de nous que l'on en rassemblait à nos idées. L'auteur de l'essai sur l'entendement humain, Locke, propose une définition de l'idée comme toute perception qui est dans notre esprit lorsqu'il pense. Alors, alors que la qualité de l'objet et la puissance ou faculté qu'il a de produire une certaine idée dans l'esprit. Après la distinction qui vient d'être opérée entre idée et qualité, Locke en propose une seconde distinction, celle entre les qualités premières et les qualités secondes. Les qualités premières sont celles qui sont entièrement inséparables du corps, en quelque état qu'il soit, de sorte qu'il conserve toujours quelque changement ou altération que le corps vienne à souffrir. Elles se trouvaient dans chaque partie de matière. Il s'agit de l'entendu, de la solidité, de la forme, du mouvement, de nombre. Locke prend l'exemple de grain de blé. Coupant un grain de blé en deux, chaque partie a toujours une certaine étendue, une certaine forme, etc. Ces qualités produisent en nous des idées simples lorsque nous le percevons. Les qualités secondes sont celles qui, dans les choses, ont la puissance de produire diverses sensations en nous par le moyen de leur première qualité, étendue, grosseur, etc. Il s'agit de la couleur, du son, du goût, etc. Les qualités viennent frapper nos sens par l'action de quelques particules insensibles. Si les qualités premières sont bien dans le corps et de ces faits sont semblables aux idées que nous en avons, les qualités secondes ne sont pas réellement dans les choses et les idées que nous avons ne correspondaient donc pas à la réalité. Pour mieux faire comprendre cette idée, Locke prend un exemple. Ce qui est doux, bleu ou chaud dans l'idée n'est autre chose dans le corps auquel on donne ce nom qu'une certaine grosseur, figure et mouvement de particules insensibles dont ils sont composés. On croit communément que les qualités secondes sont bien dans les choses et que ce que nous en voyons correspond à la réalité. On croit, par exemple, que le sang est bel et bien rouge. Autre exemple, il semble extravagant de dire qu'une qualité seconde, comme la chaleur, n'est pas dans le feu, mais approchant notre doigt de la flamme, nous avons mal. Pourtant, personne ne dira que la douleur n'est réellement une propriété de fait. De même, la chaleur n'est pas une qualité réelle de feu. La chaleur n'est en effet qu'un mouvement de particules que le composé.
Seul ce mouvement qui est une qualité première réelle. On trouve une préfiguration de la doctrine de qualité première et seconde dans les méditations métaphysiques de Descartes. Alors que Descartes avait utilisé l'exemple de la cire, Locke utilise dans le C sur l'entendement humain, c'est l'exemple d'une amande pelée dans un mortier. Sa couleur et son goût changent. Or, aucun changement sur l'amande n'a été produit par le pilon autre que celui de sa forme et de son étendue. Donc, la seule chose réelle, ce sont les qualités premières dans l'objet. Locke évoque aussi la possibilité de qualité troisième, la puissance de produire un effet, comme la puissance du soleil de blanchir les cires, ou le pouvoir de l'allumette de produire un feu. On le considère généralement comme des puissances, non comme de qualité de l'objet, mais en effet ce ne sont là que de qualité seconde. Locke examine plusieurs opérations de l'esprit, perception, mémoire, abstraction. Seul l'homme possède cette dernière. Les animaux ne raisonnent que sur des idées particulières. Locke en vient à présenter les idées complexes que nous formons en combinant les idées simples. Il en donne plusieurs exemples: la beauté, la reconnaissance, un homme, une armée, l'univers. Elles sont de trois genres possibles: le mode, la substance, les relations. Le mode, à la différence de substance, ne substitue pas par eux-mêmes, mais sont de dépendance ou affection de substance. Par exemple, le triangle, le meurtre. On distingue le mode simple qui combine des idées simples de la même espèce, par exemple une vingtaine, 1 plus 1 plus 1, etc. Le mode mixte qui combine des idées d'espèces différentes, par exemple la beauté qui combine des idées de forme et de couleur. Le mode n'existe pas réellement puisqu'ils ne sont que le fruit de la combinaison par l'esprit d'idées simples. L'idée complexe de substance renvoie à une chose qui subsisterait par elle-même, par exemple l'idée de plombe, composée des idées simples de poids, de couleur, etc. Les relations sont des idées exprimant la comparaison d'une idée avec une autre. L'auteur de l'essai sur l'entendement humain, Locke examine certaines idées particulières comme l'idée d'espace, de temps, de nombre, etc. en cherchant à identifier la manière précise dont elles se forment en nous. Il critique la notion scolastique de substance. Nous n'avons en effet qu'une idée obscure de ce qu'elle fait, et non une idée de ce qu'elle est. Plus loin, il dit que celui qui examine cette idée trouvera qu'il n'en a absolument point d'autre idée que de je ne sais quel sujet qui est lui tout à fait inconnu, qu'il suppose être le soutien de qualités qui sont capables d'exciter des idées simples dans notre esprit, qualités qu'on nomme communément des accidents. Nous donnons à ce soutien le nom de substance qui veut dire ce qui est dessous ou qui soutient. Si nous n'avons aucune idée claire de ce qu'est la substance d'un corps, on va de même en ce qui concerne la substance de l'esprit, l'âme. Mais nous ne sommes pas autorisés à conclure du fait que nous n'ayons pas d'idée claire à leur non-existence. Cela permet de réfuter le matérialisme. Certes, nous n'avons pas d'idée de ce qu'est une substance spirituelle, mais nous n'avons pas
plus celle d'une substance corporelle. Locke réduit dans le C sur l'entendement humain le bien et le mal au plaisir et à la douleur. Le bien est ce qui augmente le plaisir, le mal ce qui produit la douleur. En une définition restée célèbre, il présente le désir comme une inquiétude. Le désir est l'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même par l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente. Il faut d'ailleurs remarquer que l'inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui exécute l'industrie et l'activité des hommes. En effet, si l'on pouvait manquer de ce qu'on désire en restant satisfait, est à l'aise, on ne le désirerait pas. Plus loin, Locke affirme que ce qui pousse l'homme à agir n'est pas le plus grand bien, selon une conception traditionnellement aristotélicienne, mais plutôt cette inquiétude. Ainsi, l'ivrogne sait qu'il s'éloigne du plus grand bien quand il commence à boire, mais c'est possible par l'inquiétude de manquer de ce qu'il désire le plus, l'alcool. Locke décrit le jeu de facultés, celle de l'entendement, de la volonté. Il pose des questions de type étant libre de vouloir. Cela l'amène à définir la liberté comme la puissance qu'un homme a de faire quelque chose, quelque action particulière, conformément à la volonté. Locke continue à montrer comment certaines idées particulières se formaient en notre esprit. Il est intéressant de noter son explication de la genèse de l'idée de Dieu. Nous obtenons par l'observation intérieure de ce qui se passe en nous les idées d'existence, de durée, de connaissance, de puissance, de plaisir, de bonheur, etc. Alors nous étendons chacune de ces idées par le moyen de celles que nous avons de l'infini et joignons toutes ces idées ensemble, nous formons notre idée complexe de Dieu. L'auteur de l'essai sur l'entendement humain développe cette célèbre théorie de l'identité personnelle. Qu'est-ce qui fait mon identité personnelle? Qu'est-ce qui fait que je reste une seule et même personne alors même qu'au fil des ans, tout change en moi, mon corps qui grandit ou vieillit, mes idées, etc. La réponse, la conscience, c'est elle qui fonde l'identité personnelle. Ainsi, aussi loin que cette conscience peut s'entendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin se tend l'identité de cette personne, le soi, est présentement le même qu'il était alors, et cette action passée a été faite par le même soi que celui qui se le remet à présent dans l'esprit. Ce n'est pas l'identité de substance, mais l'identité de conscience qui fonde le moi. C'est pour cela qu'il serait injuste de punir Socrate réveillé pour ce qui a pensé Socrate dormant. Certaines idées sont claires lorsque l'esprit le saisit d'un coup en elles-mêmes. On a une pleine et évidente perception, d'autres obscures lorsque ce n'est pas le cas. Certaines idées sont distinctes lorsque l'esprit parvient à les distinguer, d'autres idées proches, d'autres confuses lorsque ce n'est pas le cas. Locke distingue également les idées réelles qui ont du fondement dans la nature, qui sont conformément à un être réel, à l'existence de choses ou à leur archétype des idées chimériques. Or, c'est le cas de nos idées simples qui sont toutes réelles et conviennent toutes avec la réalité des choses. Car l'esprit ne peut produire les idées simples, mais simplement le recevoir passivement. C'est même le cas des qualités secondes qui certes ne sont pas dans la chose, mais sont le fait d'une puissance qui se trouve réellement dans la chose même. En ce qui concerne les idées complexes, c'est plus délicat. En effet, l'esprit peut mal combiner les idées simples. Dans ce cas, l'idée complexe en résultant est chimérique. En revanche, les idées complexes sont composées
d'idées qui peuvent compatir ensemble sont réelles. De même, les idées de substance ne sont réelles que lorsqu'elles sont composées de simples qui peuvent effectivement être unis. C'est pourquoi la centaure est chimérique. Une tête de taureau ne peut rencontrer sur un corps d'homme. Locke reviendra sur cette question de la réalité de nos idées au livre 4 de l'essai sur l'entendement humain. Les idées sont complètes ou incomplètes selon quel représenté humain. Les idées sont complètes ou incomplètes selon quel représenté une partie ou la totalité de l'original, réel, archétype auquel elle s'est rapportée. Si nos idées simples et le mode sont complets, ce n'est pas le cas de substance. Maintenant, livre 2 mots, la conception de langage chez Locke, livre 3 de l'essai sur l'entendement humain. L'homme ne sert de son comme des signes de conception antérieure, de marque des idées que nous avons dans l'esprit afin que par là elles puissent être manifestées aux autres. Telle est l'origine du langage. Il serait impossible de devoir utiliser un nom pour chaque chose, du fait de notre mémoire limitée. Pardon? C'est pourquoi les noms sont généraux, renvoyant à des idées générales. Tous les noms, excepté le nom propre, sont généraux et ne signifient pas en particulier telle ou telle chose singulière. Mais les espèces de choses, les mots sont des marques sensibles des idées de celui qui s'en sert. Mais comment se former les idées générales auxquelles renvoyer le mot? Cela se fait par abstraction. Lorsqu'on sépare les circonstances de temps, de lieu, de toute autre idée qui peut les déterminer à telle ou telle existence particulière, l'idée générale désigne ce qui est commun à tous les particuliers qu'elle regroupe. En montrant l'origine des idées générales, les mécanismes de leur formation, l'abstraction, l'auteur de l'essai sur l'entendement humain veut s'attaquer au platonisme qui affirme l'existence des idées dans une autre réalité. C'est donc dans une approche proche du nominalisme que Locke déclare ce qu'on appelle général et universel n'appartient pas à l'existence réelle des choses, mais c'est un ouvrage de l'entendement qu'il fait pour son propre usage, qui se rapporte uniquement aux signes. De ce fait, il ne faut pas prendre au sérieux tous ces mystères du genre et des espèces dont on fait tant de bruit dans les écoles, qui se réduit uniquement à la formation d'idées abstraites auxquelles on donne certains noms. Les genres et l'espèce d'une chose représentée sont l'essence nominale que Locke oppose à essence réelle. Cette distinction célèbre essence réelle, essence nominale, peut se résumer comme suit. L'ensemble réel est là, l'essence réelle, oui, et la constitution intérieure, réelle et inconnue d'une chose, d'où dépendait la qualité qu'on peut y découvrir. Le sens nominal, au contraire, est le genre et l'espèce d'une chose. Ainsi, Socrate est un homme, c'est là ce qu'il est, son essence. Et il s'agit de son espèce signifie par un nom. Mais ce qui vient singulariser Socrate, qui n'appartient qu'à lui et à aucun autre homme, c'est là son essence réelle. Le sens réel est identique à l'essence nominale pour les idées simples et le mode comme un triangle, mais pas pour les substances. L'essence réelle est périssable. Elle périt avec la fin de la chose, tandis que l'essence nominale est impérissable. Même si le mouton périt, l'espèce mouton reste identique. Pour résumer, c'est le nom qui fonde et scelle dans les idées mixtes cette union de plusieurs idées qui n'a aucun fondement dans la nature.
Le genre et les espèces n'ont donc pas une existence réelle dans les choses mêmes ou dans la nature, mais sont un artifice de l'esprit pour exprimer plus aisément telle ou telle collection d'idées simples par un seul terme général. Maintenant, de la connaissance, selon John Locke, livre 4. La connaissance porte sur nos idées, puisque c'est là le seul objet immédiat de l'esprit dans toutes ses pensées et ses raisonnements. La connaissance est la perception de liaison et concordance ou de la discordance et contradiction de deux idées. Ainsi, le blanc n'est pas noir. On voit la discordance de ces deux idées. On peut identifier quatre types de concordance-discordance. L'identité ou différence, l'idée concorde avec elle-même, se différencie des autres. Relation, l'idée est liée à une autre ou suppose la coexistence. Une idée coexiste avec une autre, par exemple, pour en former une autre idée complexe. L'existence réelle, une idée concorde avec celle d'existence. Ces quatre sortes de concordance et de discordance, selon moi, contiennent toute la connaissance que l'on a ou que l'on peut avoir. Car toutes les recherches qu'on peut faire tiennent en ceci, telle idée ou n'est pas la même qu'une autre, elle coexiste toujours ou non avec une autre dans la même chose. Elle a telle ou telle relation à une autre idée, elle a une existence réelle en dehors de l'esprit. Locke distingue dans l'essai sur l'entendement humain 3 degrés de connaissance. La connaissance intuitive et la saisie immédiate de la concordance de deux idées. Ce genre de connaissance est la plus claire et le plus certain. Ne laisse aucune place au doute. Ainsi, sans elle, nous ne saurions parvenir à aucune connaissance ou certitude. La connaissance démonstrative est à l'inverse, immédiate. L'esprit ne saisit pas immédiatement la concordance entre deux idées. Il a besoin d'utiliser la médiation d'autres idées par le raisonnement. Dans un bon raisonnement, chaque étape doit recevoir une garantie intuitive. On doit voir par intuition la bonne concordance des idées médiates que l'on utilise dans le raisonnement, et c'est jusqu'à la conclusion. Enfin, la connaissance sensitive représente le troisième degré du savoir. Le problème qui apparaît est le suivant. Si toute connaissance porte sur nos idées et non sur les choses, comment savoir s'il existe des choses réelles au fondement de ces idées? Locke répond par un exemple. La douleur qu'on touche, le fait montre que celui-ci n'est pas qu'une idée. Notre connaissance est limitée, car chacun de ces 3 degrés de connaissance le sent. Nous n'avons pas d'intuition de toutes les idées. Nous pouvons trouver toutes les idées intermédiaires dans un raisonnement, et la connaissance sensitive ne va pas plus loin que l'existence de choses effectivement présentes au sens. Voici par exemple des questions indécidables. La matière peut-elle penser? Qu'est-ce que l'âme? Pour Locke, l'algèbre montre que les idées de quantité sont capables de démonstrations rigoureuses. Or, il considère que les idées de qualité peuvent être également l'objet de telles démonstrations. Ainsi, pour Locke, la morale est démontrable. Cette démonstration peut se faire à partir des idées d'un Dieu existant et d'un homme comme être rationnel. Une fois développée, elle devrait nous procurer le fondement de nos devoirs et de nos règles d'action. De ce fait, les critères du juste et de l'injuste pourraient être extraits par des déductions nécessaires
aussi incontestables que les déductions mathématiques. Nos idées morales sont elles-mêmes des idées complètes, aussi bien que les idées mathématiques. Donc, toute la convenance ou la disconvenance que nous découvrions entre elles produira une connaissance réelle, aussi bien que dans les figures mathématiques. Pour résumer, la connaissance, en conclure maintenant, la connaissance de vérité morale est aussi capable d'une certitude réelle que celle de vérité mathématique. L'auteur Jean-Luc donne un exemple de loi morale universelle. Là où il n'y a de propriété, il n'y a pas d'injustice. Luc cherche à identifier les limites de notre connaissance. Notre ignorance vient de notre manque d'idées, de manque de lien visible entre nos idées ou de manque d'examen de notre part de celles-ci. Il revient sur l'objection. Si notre connaissance ne porte que sur nos idées, comment savoir si des choses existaient réellement dans le monde extérieur au fondement de ces idées? Peut-être sommes-nous comme dans un rêve confrontés à des représentations fictives qui ne renvoyaient à rien de réel. La connaissance telle que l'a décrit Locke n'a-t-elle pas une sorte de château en l'air? En fait, il y a bel et bien une connaissance immédiate de choses par l'intermédiaire de nos idées. Deux sortes d'idées sont assurément en concordance avec les choses. Les idées simples, puisqu'ainsi qu'on l'a vu au livre 2, l'esprit ne peut le fabriquer lui-même, mais le reçoit passivement par l'expérience extérieure. De ce fait, les idées simples ne sont pas de fiction de notre propre imagination, mais des productions naturelles et régulières de choses existant hors de nous, qui opéraient réellement sur nous. Deuxième chose, nos idées complexes, sauf celles de substance, ne sont ni vraies ni fausses. Elles n'ont pas à être conformes aux choses. Elles sont elles-mêmes des archétypes produits par l'esprit même. Ainsi, ce qui n'est pas destiné à représenter autre chose que soi-même ne peut être capable d'aucune fausse représentation. Ce qui différencie ces idées complexes du chimère, c'est qu'elles sont deux archétypes, c'est-à-dire que ce sont les choses qui visaient la conformité à ces idées. Donc, la conformité chose-idée est-elle aussi assurée? Locke prend l'exemple du triangle. Le triangle peut ne pas exister dans la réalité. Il est toujours vrai de l'idée d'un triangle que ces trois angles sont égaux à deux droits. Car ce serait vrai d'un triangle s'il existait. Le mathématicien est assuré que tout ce qu'il fait sur ces figures, lorsqu'elles n'ont qu'une existence idéale dans son esprit, se trouvera aussi véritable à l'égard de ces mêmes figures si elles venaient à exister réellement dans la matière. De même, nos idées morales sont issues d'archétypes. Et de ce fait, la connaissance morale, elle est aussi capable de certitude réelle que les mathématiques pour les idées complexes. Donc, si les choses venaient à exister, elles seraient conformes à l'idée, donc idées et choses sont toujours conformes. Cela n'inclut pas les idées de substance. En effet, celles-ci visaient un archétype hors de l'esprit. La substance ne sera pourtant à des archétypes qui existaient hors de nous, peuvent en être différentes. Ainsi, par exemple, on peut supposer dans l'idée complexe d'une substance plus d'idées simples que celle qui l'a composée réellement. De ce fait, les idées de substance peuvent ne pas être et souvent ne sont pas en fait exactement conformes aux choses
même. Notre connaissance d'une substance est fondée lorsque nous constatons par expérience que dans une chose cohabitaient deux idées simples. Alors toutes les idées simples que l'on voit coexister en une substance pouvaient être en toute confiance jointes à nouveau et constituer ainsi des idées abstraites de substance, car tout ce qui a été une fois uni dans la nature peut l'être encore. Néanmoins, si l'idée ainsi formée est vraie, elle ne peut être pas une copie très exacte. Cette connaissance se révélera assez limitée, mais dans ses limites, elle demeure une connaissance réelle. Finalement, Luke examine certaines modalités de la connaissance, les propositions universelles, les axiomes, le jugement, etc. Il conclut que la connaissance que nous avons de notre propre existence nous vient par intuition, tandis que c'est la raison que nous fait connaître clairement l'existence de Dieu. Et quant à l'existence d'autre chose, on ne saurait la connaître que par sensation. Cela l'amène à examiner le rapport de la croyance, de la foi et de la raison. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.